Bonjour à tous. Alors, dans cette présentation, je vais parler d'explosions en temps fini de type Fujita, qui concernent des problèmes de réaction-diffusion surlinéaire. Alors, ma première partie parle du problème original que Fujita a considéré en 1966 et qui concerne l'explosion en temps fini contre la possible globale existence des solutions pour l'équation ici, dt égale Laplace plus U à la puissance 1 plus P. Suite à cela, je parlerai d'un travail plus récent qui consiste à une généralisation des résultats de Fujita pour les systèmes couplés par la diffusion. Et enfin, j'aborderai les perspectives et questions ouvertes qui émergent de ces résultats. Alors commençons. Je considère l'équation de réaction-diffusion de Fujita, donc dt égale Laplace plus U à 1 plus P, et je vais tout d'abord séparer un peu les mécanismes diffusifs et réactifs associés à cette équation. Donc tout d'abord, l'équation de la chaleur, je vais passer assez rapidement parce que c'est des résultats très, très, très bien connus. Donc, pour l'équation de la chaleur, on sait trouver explicitement la solution en utilisant la transformée de Fourier, et on exprime la solution comme la convolée de la donnée initiale contre la solution fondamentale, et on est capable de trouver des contrôles uniformes sur la solution grâce aux inégalités de Holder L infini, L1 et L1 L infini, qui sont sous la forme constante sur T à la puissance n sur 2 pour l'un, et un contrôle uniforme par le suprêmum de la donnée initiale. Alors, on aime particulièrement bien pour les problèmes dans l'utilisation des problèmes de Fujita, ce premier contrôle, mais pour avoir de l'intégrabilité au voisinage de x égale 0, on doit utiliser le deuxième pour fournir en fait ce contrôle uniforme sur la solution qui est en constante la somme de la masse et du sup de l'initiale sur t, 1 plus t à la puissance n sur 2, ce qui nous donne en fait de l'intégrabilité au voisinage de 0, ce qui est en fait un faux problème indiqué par cette inégalité, puisque en fait on a un contrôle uniforme pour tout temps ici par une constante. Alors concernant la partie réactive du problème de Fujita, qui est donc associée à l'équation différentielle ordinaire U' égale U1 plus P, alors les solutions de ce problème de Cauchy exhibent une explosion en temps fini systématique. Quelle que soit votre donnée initiale positive U0, vous allez exploser en temps fini, et on sait exprimer explicitement la solution U d'un tel problème de Cauchy par séparation des variables, et vous voyez que la solution explose en temps fini avec un taux d'explosion algébrique en 1 sur P. Alors, en réunissant les parties réactives et diffusives pour reconstruire l'équation de Fujita étoile écrite ici, on a donc d'une part l'effet diffusif associé à l'équation de la chaleur qui aura tendance à écraser la solution sur 0 en répartissant sa masse dans tout l'espace, et d'autre part la fonction de réaction qui aura tendance à faire exploser la solution comme le fait le DO sous-jacente. Donc on a deux effets antagonistes, l'un pousse à exploser, l'autre pousse à s'écraser. Et une question naturelle qui émerge de ça est de savoir est-ce que les solutions du problème étoile vont exister en tout temps et s'écraser comme le font les solutions des questions de la chaleur, ou alors vont-elles exploser en temps fini comme le font les solutions du problème de l'EDO sous-jacente associée au problème réactif. Et donc en 1966, le mathématicien Fujita fournit une réponse à cette question qui consiste en la comparaison des taux de décroissance algébrique de la chaleur avec le taux d'explosion algébrique de l'EDO. Plus précisément, si votre taux de la diffusion est plus fort, ou plus faible, si votre taux de la diffusion est plus faible que le taux de l'EDO, alors la réaction va toujours gagner sur la diffusion, si bien que toute solution positive du problème étoile va exploser en temps fini. A contrario, si le taux de la diffusion est plus fort que le taux de l'EDO, alors la diffusion peut gagner sur la réaction, en le sens où étoile peut admettre des solutions positives qui sont globales en temps et qui vont vraiment être petites. Alors, dans ce slide, je donne un peu l'heuristique de pourquoi apparaît ce P égale 2 sur N comme seuil. Alors pour cela, il faut en fait reconsidérer l'EDO sous-jacente à la réaction, qui est donc U' égale U1 plus P. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut résoudre en séparant les variables. Mais ici, je vais pas expliciter complètement la solution U de t, mais la laisser en échelle inverse puissance p, qui est selon moi une échelle plus simple à considérer quand on regarde des blow-up contre des global existences. Donc dans cette échelle inverse puissance p,
notre solution est une constante moins pt, si bien que on va avoir une décroissance linéaire vers 0, c'est bon, à un moment on va toucher 0, ce qui signifie, quand on touche 0 dans l'échelle inverse puissance p, que l'on a explosé. Alors, comme sans surprise, du coup, la solution du problème EDO explose systématiquement en temps fini. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une dépendance temporelle à U0, et je vais faire tendre ce U0 vers 0 en temps long. Et je vais le faire à la vitesse algébrique, qui est la même que la décroissance uniforme des solutions de l'équation de Dashava. Donc, si j'ensatz ce U0 de t dans cette expression, je pénalise la croissance de U, si bien que je me retrouve avec U exprimé dans l'échelle inverse puissance P, comme cette expression. Et là, on voit qu'il y a une bataille algébrique entre moins pt, la décroissance linéaire qui aura tendance à emmener dans l'échelle inverse puissance P la solution vers 0, donc à le faire exploser, et cette quantité algébrique, 1 plus P puissance np sur 2, qui aura tendance à faire monter dans l'échelle inverse puissance P la solution à l'infini, et donc à faire décroître la vraie solution vers 0. Alors, dans ce combat algébrique, en fait, il suffit juste de comparer les puissances, les deux puissances sur le t. Ici, vous avez une puissance 1 que vous comparez au np sur 2, donc il apparaît naturellement ce p plus grand ou plus petit que 2 sur n. Si p est plus petit que 2 sur n, alors cette quantité-là est sous-linéaire, si bien qu'en temps long, c'est moins pt qui domine cette relation, de sorte que dans l'échelle inverse puissance p, u est équivalent à moins t, et alors vous ne pourrez pas éviter de toucher 0, si bien que votre solution va systématiquement exploser. A contrario, lorsque p est plus grand que 2 sur n, la quantité algébrique ici est surlinéaire, si bien que en temps long, vous êtes équivalent à cette quantité algébrique surlinéaire, de sorte que si vous choisissez correctement votre constante c ici, vous allez pouvoir monter suffisamment haut ici pour que, dans l'échelle inverse puissance p, votre solution ne touche pas 0, ce qui signifie que, que la solution n'aura pas explosé en temps fini. Alors, pour être un peu plus rigoureux, euh, je vais donner quelques éléments de preuve concernant la possible globale existence et la systématique explosion. Donc, pour la globale existence, en fait, ça consiste à construire des sursolutions qui prennent la forme d'une fonction de temps fois la solution de l'équation de la chaleur. Donc, on ansatz ce genre de sursolution dans le surproblème, et on charge des conditions sur la fonction f pour que une telle sursolution une telle fonction soit sursolution du problème étoile. Une condition naturelle qui vient sur la fonction f, une condition suffisante, est que f doit vérifier cette EDO, et en la résolvant, il vient assez naturellement que f, la fonction f ici, va être bornée si on se place dans le régime p plus grand que 2 sur n, qui est le régime de possible globale existence, et en demandant que U0 soit petit en masse et petit en sup. Alors, concernant l'explosion systématique, qui est à mon sens un peu plus intéressante parce qu'elle fait intervenir des outils un peu plus sophistiqués, donc cette preuve de l'explosion systématique repose sur la convolution de la solution U par un noyau gaussien phi indice epsilon. Alors plus précisément, pour epsilon positif, on introduit cette famille de noyaux gaussiens phi indice epsilon, qui sont des gaussiennes, qui sont renormalisées, de sorte à ce que tous les phi epsilon soient de masse 1. Alors, pour une certaine constante lambda, phi indice epsilon va être une sous-fonction propre du Laplacien, ce à garder en tête pour la suite. Et donc, on pose U indice epsilon, la fonction U floutée par convolution, avec le phi epsilon ici, et qu'on évalue en x égale 0. Donc, plus précisément, U indice epsilon prend cette forme ici. On peut écrire sous la forme finalement du produit scalaire L2 entre U et U de t point et phi epsilon. Et si on sort U en sup, on peut directement remarquer, du fait que phi epsilon est de masse 1, que les U epsilon sont sous la norme infinie de U de t. Et donc, comme le but est de faire exploser U en norme à l'infini, il suffit juste de faire exploser ce U epsilon.
Donc, on va vérifier une inégalité différentielle ordinaire sur u epsilon. Donc, pour cela, on dérive par rapport au temps u epsilon. On fait rentrer la dérivée temporelle dans la convolution. On fait une intégration par partie, enfin deux intégrations par partie pour faire porter le Laplacien sur phi epsilon. On utilise l'inégalité de Jensen pour sortir la, la non-linéarité convexe ici. Et on utilise aussi le fait que phi epsilon est une sous-fonction propre du Laplacien pour pouvoir casser le Laplacien à ce niveau ici. Et c'est bien qu'on obtient finalement une inégalité différentielle ordinaire pour les u epsilon, qu'on transforme en égalité différentielle ordinaire en disant que u epsilon va être plus grand qu'un certain u qui vérifie l'égalité différentielle ordinaire, en partant d'une donnée initiale u0 qui est intimement liée au petit u0, en le sens où grand u0 est petit u0 qu'on a passé au flot gaussien et qu'on évalue en x égale 0. Donc, on préserve la monotonie, enfin, cette relation préserve la monotonie au sens où si U0 est petit, alors grand U0 sera aussi petit. Alors, on se concentre un petit peu sur cette EDO. Vous voyez qu'il y a deux équilibres. Il y a 0 qui est stable et lambda puissance 1 plus P, 1 sur P qui est instable. Euh, donc, vous avez U0 qui est placé quelque part sur la demi-droite réelle positive. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire descendre epsilon, donc on va augmenter le flou, de sorte que, en fait, l'équilibre instable lambda puissance 1 sur P converge vers 0 et qu'à un moment donné, on attrape la donnée initiale U0 dans la zone qui est à droite de l'équilibre instable et qui correspond à une zone d'explosion systématique. Alors maintenant, je passe à la deuxième partie, donc, qui concerne les problèmes de Fujita couplés par la diffusion. Alors, on s'est intéressé à cette généralisation de l'équation de la chaleur qu'on a appelée échangeur de chaleur, qui est la suivante. Donc, c'est essentiellement deux équations de la chaleur qui échangent grâce à des termes linéaires mu u et mu v. Alors, dans un premier temps, si je veux faire du Fujita là-dessus, il faut que je comprenne le mécanisme diffusif, notamment les taux de décroissance uniformes des solutions d'une telle équation. Donc, pour se faire une petite idée de ce qui va se passer, je vais tout d'abord prendre toutes les constantes égales à 1, ce qui va me permettre en fait de se faire la somme et la différence assez librement des inconnus et des équations, si bien que je tiens une équation de la chaleur pour la somme et une équation de la chaleur pénalisée d'un terme linéaire pour la différence. Je sais parfaitement résoudre. Je peux absorber en fait la réaction linéaire avec une exponentielle en temps. Si bien que, en prenant la demi-somme et la demi-différence, j'obtiens l'expression explicite pour U et pour V, et je peux remarquer que U et V convergent, enfin, ressemblent exponentiellement vite à des solutions persistantes U infini, V infini, qui sont les solutions de l'équation de la chaleur partant de la donnée moyenne U0, entre U0 et V0. Alors, ce qui se passe dans le cas général où les constantes ne sont plus forcément les mêmes, c'est que vous avez un comportement qui est en fait similaire, en le sens où U et V vont converger exponentiellement vite et uniformément vers un couple de solutions U infini, V infini, qu'on va appeler solutions persistantes, et qui sont les solutions de ces deux problèmes découplés, où l'opérateur L ici est un opérateur diffusif complètement caractérisé par la façon dont il agit sur les fréquences de son argument. Donc, par exemple, si L est laplacien, vous avez Fourier de Laplacien F, c'est moins norme de xi carré fois F. Donc là, L, F, Fourier, c'est une certaine fonction L qui est connue, fois le Fourier de F. Alors, lorsque toutes les constantes sont égales à 1, l'expression de L est moins norme de xi carré, si bien que L ronde est laplacien, et RAS, dans le sens où c'est écrit ici, en fait, on a bien que les solutions persistantes U infini et V infini sont solutions de l'équation de chaleur. Lorsque les taux sont différents, on observe quelque chose assez différent, en le sens où le L droit va avoir cette shape, si bien que L ronde va se comporter comme un certain Laplacien dans les basses fréquences, il va y avoir une zone de transition, et ensuite L ronde va se comporter comme un autre Laplacien dans l'autre fréquence, et en cela on peut voir L comme L ronde, comme une sorte de mixture entre deux Laplaciens. Un Laplacien qui s'occuperait des basses fréquences, et un autre qui s'occuperait des hautes fréquences. Alors concernant les données initiales associées au problème de Cauchy des données persistantes, en fait, donc ce F et ce G, ce sont des combinaisons linéaires de U0 et de V0
on peut le voir par exemple dans le cas simple où toutes les constantes sont 1, mais altéré dans le cas où les taux sont différents par des filtres passe haut et des filtres passe bas. Alors, on est intéressé en fait par trouver les taux de décroissance uniformes de ce problème diffusif. Et en fait, un corollaire du théorème que je viens de présenter est que U et V décroissent uniformément comme constante sur T à la puissance n sur 2. Et donc, on récupère bien un taux algébrique comme pour l'équation de Scheuer sans surprise, qui est en n sur 2. Alors, en fait, la manière dont l'on utilise pour prouver ça, en fait, parce qu'en fait, on n'a pas d'expression explicite de U et de V dans le domaine spatio-temporel. En fait, on fait du Fourier pour avoir une analyse fréquentielle, et on n'arrive pas à revenir dans le côté spatio-temporel, donc on prouve tout ce qu'on peut du côté fréquentiel, et on utilise notamment, donc, pour avoir ces contrôles uniformes dans le domaine spatio-temporel, cette inégalité de Hausdorff-Young, qui nous donne un contrôle uniforme des solutions par un contrôle en masse des fréquences de la solution. Donc, pour faire simple, en fait, on sépare haute et basse fréquence quand on évalue l'intégrale de la donnée persistante, enfin, du Fourier de la donnée persistante, et en utilisant un développement limité dans les basses fréquences, elle étant moralement moins norme de xi carré, on arrive à avoir l'intégrale d'une gaussienne, ce qui nous redonne cette puissance n sur 2 sur le t. Ah, donc, en ayant les taux de décroissance algébriques pour le problème diffusif, on peut maintenant s'attaquer à des problèmes de type Fujita en ajoutant des fonctions de réaction non concluantes, comme je l'ai fait ici, où donc kappa joue le rôle d'un bouton on-off en valence soit 0, soit 1. Donc le résultat est le suivant. Si votre taux de diffusion est plus petit que l'un des deux taux de la réaction, alors la réaction va toujours gagner et toute solution positive de ce problème-ci va exploser en temps fini. De l'autre côté, si votre taux de la diffusion excède les deux taux de réaction, alors la diffusion peut gagner, en le sens où certaines solutions pour ce problème non linéaire vont être globales, enfin positives, vont être globales, exister en tout temps. Donc la manière de prouver ça, ça repose sur les arguments que j'ai présentés dans la première partie. Pour la possible globale existence, on fait une sursolution qui est fonction du temps, la solution du problème diffusif. Et pour l'explosion systématique, on utilise un flot gaussien, ce qui nous ramène à un problème EDO que l'on fait exploser en temps fini. Alors, je passe maintenant aux questions ouvertes euh, qui émergent d'un tel problème. La première question qui vient est une application en limite des populations. Donc, vous voyez ici, j'ai écrit l'équation Fischer-KPP pour laquelle l'invasion du milieu est systématique. Et ce qu'on fait à Ronson et Weinberger en 1978, c'est de délinéariser l'état d'équilibre instable 0 en ajoutant une puissance ici, en montant la puissance de la logistique en non plus 1, mais 1 plus P, ce qui correspond biologiquement à ajouter ce qu'on appelle un effet Ali, qui correspond à pénaliser la croissance des populations à faible densité. Donc ils ont montré en 1978 à Ronson et Weinberger que si on prend un effet Ali trop fort, c'est-à-dire un P trop important, à partir d'un certain seuil, l'invasion du milieu n'est plus systématique et on a on a une possible extinction. Et en fait, pour montrer ça, ça vient directement des résultats de Fujita de 1966, puisque en fait, la solution du problème de Fujita ici est une sursolution pour le problème avec réaction monostat dégénérée de Aronson et Weinberger. Vous voyez, en fait, pour passer de là à là, on retire le U puissance 2 plus P. Et donc, si vous avez des solutions qui ici sont de 1 global et de 2 décroissantes vers 0 en temps long, alors il en viendra de même pour les solutions de ce problème-ci. Et donc, vous avez la possible extinction quasi gratuitement, en fait, avec l'extinction de ces solutions-là. Alors, j'ai présenté ici, en fait, seulement une partie du résultat de Hanson-Weinberger. Vous avez aussi une invasion systématique lorsque P est plus petit que 2 sur N. Et donc, une question qui vient assez naturellement vis-à-vis de ce résultat est, peut-on faire de même pour ce système échangeur de chaleur qui est ici, en ajoutant des fonctions de réaction au stade dégénéré, comme je l'ai fait ici. Alors, la deuxième perspective est de considérer en fait un mécanisme diffusif plus complexe,
qui en fait, c'était le but initial quand j'ai commencé ma thèse, c'était donc de prendre, par exemple, le modèle de réaction de diffusion champ-route, qui est le modèle ici sans le terme ici en rose, et d'ajouter une non-linéarité en V puissance 1 plus P ici. Alors, c'est un mécanisme diffusif plus complexe, en le sens où les géométries ne sont plus les mêmes. Ici, vous voyez qu'on n'a plus deux fois Rn, mais un demi-espace et sa frontière. Donc, il s'ajoute des nouvelles difficultés, comme récupérer une condition de bord, on n'est plus de la même dimension entre les deux domaines. Et par exemple, les histoires des fonctions de flou, où en fait on convolait la fonction phi epsilon, euh, si on veut faire de même sur le modèle champ-route, il va falloir adapter avec de nouvelles fonctions de flou qui sont pour l'instant, c'est pas très clair pour l'instant de ce qu'on pourrait mettre. Voilà, mais ça reste une question ouverte qui reste assez excitante. Voilà, donc j'ai fini, je vous remercie pour votre attention et vous voyez ici, j'ai mis quelques références sur les problèmes dont je viens de parler dans cette présentation. Je vous remercie.